Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, on va parler de Caio Borralho qui m'impressionne, moi j'adore ce monsieur qui s'est imposé sans surprise en tout cas pour moi face à Jared Cannonier, vieillissant Jared Cannonier. Ah, moi un petit peu en vrai, pas surpris mais ok. On va voir tout ça ensemble et voir un peu pourquoi y a-t-il eu surprise du côté de Big Rusty. Moi c'était plutôt la conjoncture qui faisait que je m'attendais à une victoire de Caio Borralho. Donc qui c'est des mots compliqués et tout. Ouais, t'inquiète pas, on a... Bref, du coup, toujours invaincu à l'UFC le monsieur qui fait son entrée dans le top 15 de la catégorie, un gros knockdown top 5 sur... même. Top 5, oui, qu'est-ce que je raconte, top 15, il était déjà dans le top 15, top 5 à l'UFC chez les middleweight, toujours invaincu à l'UFC, il confirme la très très bonne forme de l'équipe Fighting Nerds avec leur fameuse lunette, on en avait déjà parlé avec notamment Jean Silva, et donc là, le meilleur est à venir pour lui puisqu'il a call-out Dricus du Plessis, bon peut-être qu'il a visé un peu trop, puis Adesanya ensuite en interview, on va voir tout ça, tous ensemble, c'est parti, générique. Soit. Pourquoi est-ce que j'étais pas surpris et que je disais plutôt une question de conjoncture, c'est Jared Cannonier, 40 piges, il sortait d'un combat très dur contre Nassourdine où il se prend quand même un gros knockdown, ensuite il est arrêté, et là il revient rapidement face à un mec qui est en pleine bourre, qui n'a toujours pas atteint son prime, et tu sais, typiquement le genre de match-up qui est annoncé en plus assez tardivement par l'UFC, où vous êtes vraiment dans une situation où t'as le mec qui a 40 piges, qui est un peu vieillissant, qui a quand même une bonne place au classement, et le mec que l'UFC a envie de faire monter, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on voit ce genre de situation, généralement, bah c'est le genou qui gagne, et c'est pour ça que je m'attendais à une victoire de Caio Borralho. Ouais, c'est vraiment fou parce que ce bail, en aparté, juste avant d'en parler, effectivement, mais ce bail des combattants, même au plus haut niveau, top 10, top 5, qui perdent de manière assez violente et qui veulent revenir le plus tôt possible, ça me bute quand même parce que le nombre d'exemples qu'on a vus, et alors on va pas revenir au truc de Bisping et tout ça, mais même là récemment, tu sais, il y a eu par exemple Marlon Vera, qui après avoir pris, mais c'est même pas une punition, il s'est fait rouler dessus comme par un camion contre Sean O'Malley, et il revient, je sais plus, peut-être 2 mois plus tard, un truc comme ça. Et ben voilà, c'est compliqué pour lui contre Figueiredo. Ben là, pareil. Et le fait qu'il revienne, il a combattu en juin contre Nassourdine, et bon, on va y revenir, mais Nassourdine a été beaucoup plus propre, il a pris beaucoup moins de dommages que Caio Borralho par exemple, mais en tout cas, il a pris cher Cannonier dans ce combat-là. En juin, il revient là en août, c'est effectivement très tôt, et j'ai un peu du mal à saisir pourquoi ils font ça. Après, ils disent tous la même chose, c'est bah oui, mais je me sentais bien, il faut que je revienne vite. Mais c'est une erreur qui est tellement faite souvent, je sais pas, ça me bute un peu, quoi. Ah, je pense aussi que l'UFC, à mon avis, doivent te proposer financièrement des choses qui doivent être intéressantes, donc assez compliqué aussi de refuser. Mais oui, c'est une erreur qui ne fait que de se répéter, et donc bah forcément on voit que les mecs sont pas à 100%. Et donc Caio finalement globalement, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le gars s'est reposé sur son jab, oui il s'est pris beaucoup de coups mais il a pas eu à utiliser trop son sol non plus, enfin je veux dire, tu vois on n'a pas vu le meilleur Caio, il s'est imposé face à un Jared Cannonier qui est quand même un gros nom, pas dans les meilleures conditions parce que lui, certes, il sortait pas d'une grosse guerre face à Nassourdine, mais le combat a été annoncé assez tardivement, et il poursuit son ascension. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est très encourageant pour la suite. Ouais, en fait, pour l'instant, j'ai du mal à le voir être champion, effectivement, parce que il est perfectible et il fait beaucoup de guerre, mais en fait, d'un autre côté, l'exemple de Dricus du Plessis nous montre que c'est quand même marrant comme il y a une espèce de résurgence au top, là, dans le top 5 de middleweight, qui a pourtant été dominé par un mec qui était un chirurgien du striking pendant si longtemps, la personne d'Adesanya. Là, tu as vraiment une espèce de résurgence des mecs à la dure. Les Dricus du Plessis, les Sean Strickland, les Caio Borralho, c'est des mecs qui vont au charbon. C'est pas forcément le truc le plus propre, mais parce qu'ils sont durs au mal, parce qu'ils avancent, ils prennent v'là les coups, mais ils finissent par imposer leur volonté. C'est quand même marrant maintenant qu'il y en ait 3 dans le top 5 comme ça. Et effectivement, Borralho, il est. Ouais, est-ce que je viens de manger des. C'est pas pour faire stylé, c'est pas genre j'ai une chic à la cowboy. Mais. Et c'est vrai que Borralho, c'est un peu ça, dans le sens où c'est quand même marrant déjà, effectivement, qu'ils veulent rester debout contre tout le monde et qu'ils mettent des sacrés toisins. Le chaos, alors là déjà, c'était assez violent, dernier round contre Cannonier, mais enfin,
Le combat contre Paul Craig, faut voir le KO quand même, hein. Le KO, c'est, il envoie tellement, alors je crois que c'est un bras arrière violent sur la tête de Paul Craig, que la tête de Paul Craig fait le flipper contre la cage avant de tomber. Enfin, c'est assez, c'est assez violent, c'est assez stylé, et ça montre que Caio Borralho, qui à la base il vient du judo, il a commencé étant petit par le judo et le jiu-jitsu, et c'est d'ailleurs assez marrant puisque il a commencé sa carrière de MMA en étant vraiment un pur grappleur. Et à un moment donné, il s'est pris un combat. Il a fait un combat qui s'est pas du tout passé comme il le voulait en termes de striking, parce que jusqu'à ce combat-là qu'il a perdu, il était en mode, de toute façon, je vais réussir à imposer ma volonté. Je vais mettre la main sur tout le monde, et puis je vais, enfin, tu vois, un peu à la Ryan Hall ou à la Ben Askren, tu vois. Et puis dès que je les aurai chopés, ils pourront rien faire contre mon sol, mon grappling et tout ça. Bon, bah, il se trouve qu'en fait, tu ne peux pas faire ça au plus haut niveau. Et donc, il a pris un an où il a fait que des combats de kickboxing, de boxe thaï, etc. au Brésil. Et j'aime bien les gars qui font ça, sur conseil de son entraîneur, d'ailleurs, avec lequel il est toujours, qui est un des gars de la team Fighting Nerds. Et je kiffe les gars qui font ça, qui ont vraiment ce côté, ils se donnent vraiment les moyens à fond de devenir ce qu'ils veulent devenir. À la base, lui, il voulait être olympien, je crois, en judo, et là, il veut devenir champion UFC. Et tu sens qu'il fait vraiment les choses pas à moitié. C'est pas en mode, ok, bon, je vais me mettre un peu au striking. C'est bon, ok, j'aime pas ça. Il le dit lui-même, j'aimais pas prendre des coups, j'aimais pas le striking, mais j'étais conscient que je pouvais pas progresser dans ma carrière de MMA parce que c'est arrivé assez tôt dans sa carrière comme ça. Et donc, un truc qu'il n'aime pas faire, eh ben, il ne fait que ça pendant un an. Et ça vous donne un peu une idée de la mentalité du gars. En plus, il a une histoire. Je pense qu'à un moment donné, on fera une anecdote dessus parce que son histoire est vraiment intéressante aussi. C'est un mec à la base, Fighting Nerds, la team de laquelle il est là, eh ben, il l'a cofondé avec un de ses entraîneurs de ses débuts parce que le Fighting Nerd, c'est lui, le Fighting Nerd originel. En fait, c'est un gars, il vient de la chimie. Et il a fait même de la chimie jusqu'à l'université. Il a été dans une, je crois, assez bonne université au Brésil. Et c'est simplement qu'il était en mode, bon, bah voilà, j'ai toujours été un peu un nerd, j'aime jouer aux échecs, je regarde des animés, machin, mais je voulais prouver que, bah non, les nerds, c'est pas que des mecs que tu peux violenter dans un cours de récré, c'est aussi des mecs qui peuvent faire de toi ce qu'ils veulent, tu vois. Et ouais, pas, j'ai failli le lâcher, ouais. Bon, après, cela dit, on pourrait, parce que je crois que ça, ils sont pas. Ce mot-là, ça va sur YouTube. Étonnamment. Ouais. Étonnamment. Et donc, il a cofondé la team Fighting Nerds, un peu sur ce truc-là en termes de com, en mode, bah voilà, je suis un nerd, mais en même temps, je vais montrer que voilà, les nerds, les petits rats de bibliothèque, ils peuvent aussi faire du sale. Et donc, ça fait 10 ans qu'elle existe, et il s'est entouré des meilleurs, et même les gens qui sont vraiment dans les petits papiers, dans le milieu au Brésil, quand ils vont à la team Fighting Nerds, disent les mecs sont très, très, très chauds, et pour l'instant encore sous-cotés tellement ils sont chauds. Il y a même Damien Maya, je crois que c'était Verdum, qui ont été faire le sol. Alors après, Damien Maya, c'est encore un peu plus spécifique, puisqu'il y a un des gars qui est un des coachs de la team Fightingers, qui a été un des coachs de Damien Maya pendant 12 ans. Donc à prendre avec des pincettes pour ce que dit Damien Maya, mais Damien Maya était donc en mode, les gars, ils sont très forts en MMA, la team Fighting Nerds, mais vous n'êtes pas prêts à quel point ils sont forts au sol. Et c'est Damien Maya qui dit ça, même si voilà, ils sont potes. Donc, Caio Borralho, il est dans un environnement qui est ultra propice. C'est sa propre team, mais il s'est entouré de mecs qui sont vraiment ultra compétents et on le voit avec les résultats, effectivement, tu l'as dit, de Jean Silva, Mauricio Ruffi, comment elle s'appelle la fille? Bon, j'ai oublié. Carlos Prates, récemment aussi. Grosse team, grosse mentalité pour Caio Borralho. Il a vraiment une mentalité spéciale, comme on l'a dit là, parce que la manière dont il le fait et tout ça. Et les résultats sont au rendez-vous, puisqu'effectivement, invaincu à l'UFC, il est passé par le Contender Series. Il fait des combats ultra spectaculaires et des combats ultra spectaculaires où il n'utilise pas, peu ou quasiment pas, en tout cas, son sol, ce qui est incroyable. Et c'est-à-dire qu'il a tout compris. Je finirai là-dessus parce que vraiment, ça m'intéresse tellement cette équipe et ce gars-là que, effectivement, je pourrais en parler des heures, mais le simple fait, allez voir la page Fighting Nerds au niveau comme les gars, bon, pour le coup, ça c'est notre dada, mais au niveau communication, ils sont très chauds. Le simple fait de trouver ce gimmick avec les lunettes que tout le monde met à la fin des combats, c'est vraiment intelligent. Ils sont très forts au niveau identité visuelle, au niveau, enfin, ils sont vraiment très très bons et c'est pas pour rien qu'ils explosent tout, que ce soit en termes de résultats ou en termes de com. Et ils vont faire que monter. Et Caio Borralho, je misais pas sur lui forcément il y a quelques mois.
à voir, parce que l'avènement de mecs comme Strickland et Duplessis font qu'en fait, faut quand même faire très attention et tourner 8 fois la langue dans sa bouche avant de dire ce mec-là ne sera pas champion. Donc, je ne sais plus, mais en tout cas, ouais, Borralho, il y a vraiment quelque chose de très spécial qui se passe avec lui, quoi. Ce que je trouve surtout qui est bien pour lui aujourd'hui, hein, c'est qu'il arrive à un moment où la catégorie middleweight a peut-être jamais été aussi ouverte. Parce que comme tu l'as dit, on a Strickland qui a été champion, là aujourd'hui Dricus du Plessis, et des gars qui peuvent... Enfin, Dricus du Plessis, sa carrière, en fonction de ce qui se passe les prochains mois, peut très mal vieillir, et tu vois qu'on se dise, ah bah oui, en fait, à partir du moment où le mec n'arrive pas à avoir ce rebond, bah il se fait battre par tout le monde. Et donc forcément, aujourd'hui, c'est vrai que dans cette catégorie, enfin, j'ai presque envie de dire que le gars le plus fort intrinsèquement, en attente de voir ce qui va se passer contre Ramzat, c'est Robert Whittaker. Sinon, j'ai vraiment l'impression que tu mets le top 5, tout le monde peut battre tout le monde, parce qu'Adesanya, bah, il est sur 2 défaites consécutives, son retour s'est pas du tout passé comme prévu contre Dricus du Plessis. Dricus du Plessis, bah, vous savez que, oui, il y a l'abnégation, il y a le mental, il y a ce côté finish qui est incroyable avec lui, mais chaque combat, il y a des hauts, il y a des bas. Strickland, c'est Sean Strickland. Et bah on a Nassourdine et puis ensuite on a Robert Whittaker donc que j'avais évoqué précédemment. Donc vraiment ouais, la catégorie est très ouverte. Donc pour moi, pour KO, ça va vraiment dépendre de ce que l'UFC veut faire de lui. Il a call-out Dricus du Plessis au début. Bon, il s'est très vite rendu compte que bah il y aurait Dricus contre Sean Strickland. Pardon ? Il parle anglais en plus. Oui, en plus. Il s'est très vite rendu compte que ça allait être compliqué pour lui de l'avoir dans l'immédiat. Donc ensuite, il a call-out Adesanya. Adesanya aussi, ça me paraît compliqué parce que ça reste une superstar de l'UFC. Le gars, il était revenu, on en avait parlé lors de son comeback. Il est plus dans cette optique d'avoir des grosses séries de victoires et tout, Adesanya, mais ça peut toujours être intéressant pour des big fights. Forcément, vous n'allez pas faire des big fights contre Caio Borralho. Même si, pardon, je te coupe, mais même si on sait que en fait c'est une superstar, mais il fait plus forcément autant de chiffres qu'avant apparemment Adesanya. Apparemment, Big Rusty, c'est ce qu'on nous dit, en coulisses. Non, mais oui, complètement, mais je pense pas que l'UFC, tu vois, va le mettre sur un vulgaire Fight Night à l'Apex. Ils vont se le garder pour les pay-per-view ou, par exemple, Arabie Saoudite, enfin les endroits où ça ralasse, ou alors, imaginons un événement UFC en Nouvelle-Zélande où ils ont besoin d'un main event, ils mettront Israël Adesanya. Donc voilà, mais il est, je pense, à mon avis, dans ce petit mix, et pourquoi pas, ça va être un peu dur, mais je sais, et peut-être que je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais peut-être qu'ils iront vers quelque chose qui est logique. C'est si Nassourdine passe Brendan Allen, qu'il fasse Nassourdine contre Caio Borralho pour la suite. Bah ouais, en fait le truc c'est que effectivement comme là il est en plein. En plus tu me disais un autre truc auquel j'avais pas pensé mais qui est vraiment c'est tellement bien vu, c'est le fait que c'est vraiment en train de devenir à moitié le nouveau Paulo Costa. À voir comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il gère vraiment, jusqu'où il peut aller en termes de com, mais le fait qu'il soit spectaculaire et tu sais qu'il va être spectaculaire à chaque combat, qu'il n'hésite pas à faire du trash talk et à call out tout le monde. Et qu'il gagne ses combats aussi, hein, parce que Paulo Costa... ouais, ça peut être important aussi dans l'équation. Ben, en fait, ça peut effectivement remplacer un peu, quoi, en termes de... Se dire qu'il a fait des combats en welterweight, c'est quand même une dinguerie, une singerie, comme dirait Coco, parce que 1m88, et il était vraiment, j'ai eu l'impression, hein, plus gros dans la cage que Cannonier, qui lui-même est quand même assez énorme. Donc c'est un tank, Tarpolo Costa. Donc effectivement, si tout ça se confirme et qu'il continue à faire vraiment v'là le trash talk, qui parle anglais, qui peut faire des interviews et qu'il a ce côté en plus, enfin il a le truc de Fighting Nerds, il est tatoué, il a marqué esprit libre sur la gorge, combattre ou mourir sur le bras, des trucs comme ça. Il a un emballage qui fait que ouais, ça me ferait un peu peur qu'il passe devant Nassourdine simplement avec un peu sa com, quoi. Et ses résultats, le fait qu'il est spectaculaire aussi, alors que c'est plus un chirurgien Nassourdine, quoi. Et je pense c'est aussi pour... Et le fait que les mecs qui sont devant, malheureusement, pour Nassourdine et pour Caio Borralho, soient un des stars, et deux, enfin, regardez Robert Whittaker, le gars, s'il gagne là, il aura battu Alice Kerov, puis Khamzat Chimaev, tu peux pas lui dire, mec, regarde encore en arrière. Non. Ouais. Tu fais soit la revanche contre Dricus du Plessis, soit un combat contre Sean Strickland, qu'il n'y a toujours pas eu, en fonction de qui s'impose entre les deux, donc tu pourras faire Strickland contre Whittaker, mais voilà, c'est très compliqué, je pense, pour l'UFC de dire à Whittaker, bon bah là, à nouveau, t'affrontes un autre mec qui est classé derrière toi. Donc je pense que... C'est vrai, mais ils vont... Pardon. Je disais non, et c'est pour ça que je pense que Caio et Nassourdine, qui sont eux un petit peu plus frais en termes de communication, en termes de marketing et puis en termes d'expérience au global UFC, hein, puisqu'ils n'ont pas atteint les sommets que les glorieux autres athlètes ont connus, à mon avis, eux, ils attendront un petit peu plus, sauf blessure.
Bah, c'est vrai, mais j'ai envie de dire d'un autre côté, s'ils peuvent pas mettre Adesanya ni Strickland et que Dricus du Plessis est le champion, il y a bien un moment quand même où il faudra qu'il ou Whittaker, donc il y a quand même bien un moment où il faudra qu'il le fasse parce que pour Whittaker, je suis d'accord, c'est pas juste, mais ça fait 4 mecs. Enfin, il va bien falloir effectivement que soit Nassour, soit Borralho à un moment donné les accrochent parce que même si eux ne le veulent probablement pas parce qu'ils n'ont pas grand chose à gagner, bah ouais, je pense qu'ils vont effectivement être obligés, tout Strickland qui soit, de toute façon, après son combat contre Dricus, il va prendre soit Nassour, soit Borralho, il n'aura pas le choix, de toute façon. Oui, complètement. Ah bah là, oui, Strickland en fonction de ce qui se passe, bah même, ouais, c'est ça. Pour Strickland et pour Dricus du Plessis, Ouais, c'est même eux les Dricus. plus simples, on va dire, à bouger. Mais c'est plus le côté avoir le combat pour le titre directement. Je pense que c'est compliqué. Et surtout aussi, hein, là pour moi, c'est un peu ça. C'est, à mon avis, on est dans une situation un peu trompe-l'œil avec un peu comme quand il y avait Tai Tuivasa qui était numéro 3 à l'UFC et que Cyril bat Tai Tuivasa et qu'il, s'il a eu le title shot juste après, donc mon argument tombe à l'eau. Mais enfin, après, dans des conditions particulières, parce que vous vous souvenez, c'était l'époque où le choix de base de l'UFC, c'était pas de faire Cyril Gane contre John Jones, c'était de faire Francis contre John Jones. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, on a un Jared Cannonier qui était classé numéro 3, mais on voit bien que c'est pas un numéro 3 taille patron, le mec qui est assis dessus. Enfin, c'est pas pour rien que l'UFC le fait combattre contre Nassourdine, juste après ils lui mettent Caio Borralho en mode c'est un petit peu un guépier pour lui, c'est non, il profite d'un mec comme ça pour faire monter les gars, et c'est pour ça que Cyril Gane avait eu Tai Tuivasa, et que 3 mois après seulement, Tai Tuivasa, Sergei Pavlovich, il se fait démonter, et c'est Sergei qui prend la place de numéro 3. C'est pas bah, comme aujourd'hui où on a, je crois que c'est Robert Whittaker ou Adesanya qui est numéro 3, où c'est plus un mec qui est un peu installé dans cette catégorie-là. Donc c'est pour ça, à mon avis, ils ont tout intérêt, que ce soit KO ou Nassourdine, tu vois, avoir ce côté un peu comme ce qu'avait fait Thomas Spinal, tu vois, être présent aux événements, tu sais, t'es là au premier rang pour regarder un petit peu ce qui se passe, et Ouais, de ouf. type Ramzat contre... Quoique ça peut être un peu compliqué parce que bah ils s'entraînent ensemble aussi, ils sont assez proches Ramzat et Nassourdine, mais tu vois de montrer que t'es là et que t'es chaud pour affronter à peu près n'importe qui, parce que bah on est dans une situation, et surtout l'autre truc qui est trop chiant pour ces gars-là, c'est que l'UFC, avec ce qu'ils ont envoyé comme signal, avec ce qu'a fait Strickland, tu vois, de dire non, j'affronte plus personne, ce qui est pas vraiment mérité au regard de son run, hein. Dire j'affronte plus personne et là j'attends le prochain title shot, et que Dana White donne raison à Sean Strickland, c'est un peu dur pour les gars parce que ça veut juste dire bah, à partir du moment où vous avez ce statut-là, vous pouvez vous permettre un petit peu tout. Bah, c'est ça. Quand vous amenez le dollar, vous amenez l'attention et enfin, plutôt quand vous attirez l'attention, vous attirez le dollar et effectivement, bah, c'est quelque chose contre lequel tu peux pas lutter, même quand tu es performant dans la cage, ce qui est quand même bah, voilà, terrible, mais c'est le game. Mais effectivement, bah, ça va être intéressant. On va voir déjà comment Nassour se débarrasse de Brendan Allen parce que si Nassour, honnêtement, si Nassour fait un truc ultra spectaculaire contre Brendan Allen et qui fait un call-out en anglais avec une petite punchline qui va bien, ça peut aller vite aussi. Et c'est ça qui est l'avantage. C'est dépendant de comment il le gère. Pour moi, ce sera un peu juste pour le combat pour le titre. Pour moi, Bah, si je suis Nassour, je fais un title, enfin, je fais un call-out, tu dis, là où il a le plus de chances, plus de possibilités, c'est tu call out Adesanya, tu vois. Tu call out Adesanya ou tu vises direct la demi-finale. Mais à mon sens, Whittaker Ramzat, qu'aura lieu juste après l'UFC. Si c'est Ramzat qui gagne, il a le title shot direct parce que ça fait ouais, trop bah c'est longtemps ça. qu'on Ouais. attend. Tu sais que le gars va rapporter tellement d'oseille et que l'UFC n'attend que ça, que forcément il va passer devant Nassourdine. Peu importe la série de victoires de Nassourdine, c'est Ouais. que là Ouais. enfin, je veux dire, Ramzat il a toujours pas perdu à l'UFC. Donc tant qu'à faire, autant tenter un truc où tu dis je prends le vainqueur de... Enfin, et là aussi c'est délicat parce qu'il y a Ramzat, mais du coup moi je dirais je call out Adesanya et puis ensuite title shot, tu vois. Quitte à Ouais. ce qu'il y ait un truc qui soit un peu possible et que les gens se mettent à... Tu vois, qu'il y ait une petite propagande en ta faveur et tout, comme... Tu vois, comme je veux dire, Caio Borralho, là, il call out Dricus, tout le monde est en mode ah mec, tu sais que c'est mort. Il switch avec Adesanya, ça a un petit peu moins de sens, mais sportivement, tout le monde est en mode ah ouais, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Pourquoi pas, tu peux faire Ouais. ce combat contre Adesanya. Donc moi, je serais plutôt Grave. pour un truc comme ça pour Nassour, parce qu'après, c'est vrai que le problème, c'est que bah, tu sais que Strickland Duplessis, ça aura lieu plus tard, et même si là, et c'est là que c'est chiant, c'est si Dana White n'avait pas dit à Strickland t'as le title shot, pour Nassour, ça aurait eu énormément de sens de dire bah je veux la revanche contre Sean Strickland, parce qu'une fois que t'as Et battu c'est ce qu'il avait demandé. Brendan, c'est ce qu'il avait demandé. Une fois que t'as battu Brendan Allen qui est classé 6ème, plus Cannonier qui était 3ème avant, bah là, enfin c'est difficile pour l'UFC de te le refuser. Mais bon, comme l'a dit Rusty, money talks. On a terminé. Ouais.
Eh Ouais, ben, ouais, je crois. et ben voilà, on a terminé sur cette catégorie middleweight où on risque d'avoir un petit embouteillage. Et ce qui serait bien aussi, hein, c'est j'en parle assez souvent pour ces différentes catégories, il y a pas mal de gars qui sont prétendants. J'aimerais bien que l'UFC puisse faire combattre un peu tout le monde, tu vois, lors du même event, comme lorsqu'ils avaient fait Dustin Poirier et Conor McGregor en co-main event, Michael Chandler contre Dan Hooker. Comme ça s'envoie des bastos tranquillement en conférence de presse. Tout le monde se regarde en mode bon bah on va peut-être tous se taper si jamais ça part en vrille. Et ça permet d'avoir un petit peu, enfin, les fans ça les intéresse un peu plus, ça permet au public américain de découvrir aussi ceux qui sont moins connus, et puis comme ça ensuite vous faites les gagnants qui s'affrontent ou les perdants qui s'affrontent, enfin bref, pour la catégorie c'est tout de suite mieux. Bref, ciao. I'm a sweet pea, ma sweet protein, moins 30% minimum sur tout my sweet pea les gars, avec le code la sueur, moins 30% sur my protein, ils font des fringues, des compléments alimentaires, des barres protéinées, bref c'est bangers on bangers on bangers, et holy moly. Évolution dans les boissons énergisantes, on ne les présente presque plus. La Big Roster, on se dit merde, j'ai oublié la poudre. Pas. Parce que c'est en poudre, les gars, une multitude de saveurs, et c'est ce qui fait que c'est vachement sympa, c'est qu'au-delà des effets, notamment la gamme énergisante Energy Focus, bah vous avez là une grosse collab avec un confiseur allemand, et vous avez plein de saveurs différentes, c'est disponible sur leur site, code là sur 5, moins 5€ pour votre première commande, et code là sur 10, moins 10%, il faut aussi des boissons de réhydratation et des thés glacés. On se retrouve très vite, see ya.